En éducation, quand on prend des cours sur la théorie de l'enseignement, on nous parle de modèles d'enseignement. Quand on différencie en éducation les modèles d'enseignement, on s'aperçoit que les modèles d'enseignement peuvent varier sur plusieurs plans, sur plusieurs axes. Par exemple, dans certains modèles d'enseignement, c'est l'enseignant qui contrôle la situation, qui prend la majorité des décisions. Dans d'autres modèles d'enseignement, enseignement participatif, le centre de contrôle est dirigé vers les apprenants. Traditionnellement, en andragogie, on a supposé, dans l'histoire de l'andragogie, on a supposé que ce seraient les apprenants qui prendraient le contrôle de la situation. Pourquoi? Parce que, à l'origine, vous vous rappelez peut-être que l'andragogie est née dans le contexte de la conversion de la main-d'œuvre. Lorsque, par exemple, un certain métier disparaît ou qu'une usine ferme dans une communauté et qu'on rééduque les travailleurs pour exercer un autre métier, on suppose que les travailleurs savent ce qu'ils veulent apprendre. En alphabétisation, ça ne se joue pas tout à fait de la même façon. Ce n'est probablement pas le cas que les apprenants savent exactement ce qu'il faut apprendre pour apprendre à lire. Alors là, il faut faire certaines nuances, mais certains modèles d'enseignement très participatifs ont fait partie du décor de l'andragogie depuis son origine. Les modèles d'enseignement peuvent également différer sur le plan des habiletés qu'on cible. Dans le contexte de l'alphabétisation, de l'apprentissage de la lecture, on a, dans les années récentes, identifié ce qu'on a appelé des habiletés fondamentales. Et ça inclut la conscience phonologique, la maîtrise de relations graphème-phonème, le vocabulaire, la lecture orale, la grammaire et la lecture pour la compréhension. Si on travaillait sur une autre matière, les habiletés fondamentales prendraient une couleur complètement différente. Les modèles d'enseignement diffèrent également sur le plan du mode d'interaction entre l'enseignant et l'apprenant. C'est sûr que quand on travaille avec des adultes, on ne peut pas interagir avec eux de la même façon que l'enseignante interagit avec les élèves, les enfants du primaire, première, deuxième, troisième année. Et là, on a à s'adapter à un drôle de paradoxe, c'est-à-dire que quand on travaille en alphabétisation, on travaille avec des personnes qui, à plusieurs égards, ont atteint un haut niveau de maturité. Ils ont parfois des responsabilités familiales, ils ont un travail, ils sont, à plusieurs égards, arrivés à maturité. Mais sur le plan de la lecture à proprement parler, ils ne sont pas arrivés à maturité. Et là, nous, on doit composer avec ces adultes qui, à certains égards, sont arrivés à maturité, à d'autres égards, n'y sont pas encore arrivés. Quand on travaille avec des enfants, c'est très différent parce que, par définition, les petits de première, deuxième année, ils ne sont pas arrivés à maturité nulle part. Alors, les adultes nous imposent, travailler avec les adultes, ça nous impose un certain mode d'interaction. Le fait qu'on travaille en alphabétisation, ça impose une certaine manière de voir qui contrôle l'opération et quelles sont les habiletés fondamentales. Alors, quand on rassemble ces axes-là, ça nous conduit à un modèle d'enseignement particulier, celui qu'on a mis en œuvre dans le PILA, qui est un modèle d'enseignement explicite et systématique. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler dans la deuxième partie de l'exposé. Le modèle d'enseignement principal du PILA, c'est l'enseignement explicite et systématique. Le modèle d'enseignement secondaire, c'est l'enseignement réciproque et interactif. Et ça, vous ne l'avez pas encore vu parce que vous n'êtes pas encore arrivé assez loin dans les blocs du PILA, mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir tout à coup une variété d'activités complètement différentes de ce qu'on a fait antérieurement. Et là, tout à coup, vous allez voir que ce qu'on demande aux apprenants de faire, c'est de s'installer deux par deux et de se faire la lecture l'un à l'autre. L'un donne une dictée de mots à l'autre et celui qui donne la dictée va également corriger la dictée de l'autre. Donc, il va y avoir une rétroaction réciproque entre les apprenants. Quand on se met à faire ça, on s'inscrit dans un modèle d'enseignement différent qu'on appelle l'enseignement réciproque et interactif. Dans le PILA, on va travailler autour de ces deux modèles d'enseignement. Un qui est très systématique, l'autre qui
qui engage une certaine interactivité entre les apprenants. Maintenant, revenons sur le caractère explicite et systématique de notre modèle principal. Dans l'enseignement systématique et explicite, le caractère explicite vient du fait que l'apprentissage est centré explicitement sur les habiletés fondamentales. On travaille sur des clous déjà bien identifiés et il se trouve que ce sont des clous qui ont été identifiés par la recherche comme étant les morceaux, les points d'appui principaux de l'apprentissage de la lecture, les habiletés fondamentales dont je vous parlais tantôt. Deuxièmement, on appuie l'apprentissage sur des activités particulières, notamment l'apprentissage par la découverte par l'apprenant, par les explications précises du formateur, par le modelage, par la pratique guidée, par la pratique autonome. Et là, on est devant une séquence. Au début, lorsqu'on est devant un apprenant qui ne sait pas encore quoi faire avec un graphème particulier, il a besoin qu'on lui donne une occasion d'essayer de le découvrir par lui-même. Découvrir comment se comporte un graphème, par exemple, le C-dur. Comment le C-dur se comporte. Laissé à lui-même, l'apprenant ne veut pas nécessairement trouver la façon dont ce graphème se comporte. Il aura besoin d'une explication explicite où on le met sur la piste pour qu'il poursuive son exploration, mais de manière efficace pour le trouver et s'assurer que tous les apprenants trouvent ce qu'on veut leur faire trouver. Une manière de le faire, c'est de faire le modelage d'une activité, c'est-à-dire que le formateur fait l'activité lui-même pour en faire la démonstration aux apprenants. Une fois qu'on a fait le modelage d'une activité, là, on peut engager les apprenants à le faire dans le contexte d'une pratique guidée, c'est-à-dire que là, ce n'est plus le formateur qui fait l'activité, c'est l'apprenant. Et nous, comme formateurs, notre rôle, c'est de le guider et voir, s'assurer que la démarche se fait telle qu'elle est attendue. Ultérieurement, quand on a l'impression que là, l'apprenant est capable de le faire tout seul, on le laisse se pratiquer de manière autonome. Et nous sommes là dans un gradient de support. Au début, on donne beaucoup de support et ensuite, on retire le support progressivement pour laisser l'apprenant s'exercer tout seul. Ça fait partie de ce modèle d'enseignement qu'on appelle l'apprentissage explicite. Le caractère systématique du modèle vient du fait que les modules d'apprentissage sont planifiés d'avance, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas en salle de classe et on improvise les activités, qu'on prend l'ordre des graphèmes, qu'on prend les graphèmes dans n'importe quel ordre. Il y a une succession et en général, ce qu'on fait, c'est on s'inscrit dans un gradient de difficulté en partant du plus simple au plus complexe. Les graphèmes, par exemple, du PILA sont organisés de manière à ce qu'au tout début, on présente les graphèmes les plus importants de la langue, c'est-à-dire les voyelles. Parce que pour faire des syllabes, par définition, on a besoin de voyelles. On introduit d'abord les voyelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On introduit les consonnes dont on va avoir besoin pour faire des groupes consonniques. On a besoin, pour faire des groupes consonniques, pour faire le GL, le GR, on a besoin du L, on a besoin du R. On a besoin d'introduire ces consonnes-là relativement tôt pour pouvoir les combiner à d'autres consonnes. Alors, très, très tôt, dans le premier bloc, deuxième bloc, on introduit là les graphèmes qui sont à la fois fondamentaux et ceux qui ont la fréquence d'occurrence la plus élevée dans la langue écrite. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le PILA vers les modules 4, 5, 6, là, on se met à travailler avec des graphèmes dont la fréquence d'occurrence est beaucoup plus faible dans la langue. Et une des conséquences de ça, vous allez le voir tout de suite, c'est que les listes de mots pour les activités deviennent plus courtes parce que des mots là, qui contiennent la lettre K, par exemple, là, vous n'en trouvez pas une tonne en français. Alors, on ne peut pas faire de longues listes. Alors, on se met à exploiter des listes beaucoup plus courtes pour communiquer, pour faire maîtriser ce graphème. Et c'est la raison pour laquelle les graphèmes rares surviennent plus tard dans la séquence. Parce qu'on veut pouvoir s'appuyer sur des apprentissages antérieurs pour pouvoir travailler sur ceux-là, parce qu'on a moins de levier pour les graphèmes plus rares ultérieurement
dans les derniers modules du PILA. Et aussi, dans le PILA, quand, par exemple, on arrive au module 25 qui porte sur le C-dur, on utilise des mots dont tous les autres graphèmes ont déjà été introduits dans les modules antérieurs. Donc, quand on introduit un graphème nouveau, on le fait dans le contexte de mots dont les autres graphèmes ont déjà été étudiés. Excepté pour la partie orale. Oui, sauf pour la partie orale, où là, quand tout se fait à l'oral, là, on a beaucoup de latitude. Mais quand on travaille à l'écrit, là, il y a cette progression où on introduit des éléments nouveaux dans le contexte d'éléments qui ont déjà été étudiés antérieurement. Donc, il y a un travail cumulatif qui se fait sur le plan des apprentissages. Ça fait partie du caractère systématique du PILA. Un autre élément important aussi du modèle d'enseignement, c'est le principe de la zone proximale de développement. Je vous explique ce dont il s'agit. La notion de zone de développement, c'est un concept qui a été introduit par un pédagogue russe du nom de Vygotsky, qui est un génie, qui a eu des idées absolument brillantes en éducation. Une idée qu'il a avancée est l'idée suivante. Quand vous faites travailler un apprenant sur quelque chose qu'il maîtrise, vous le faites alors travailler dans sa zone ponctuelle de développement. C'est-à-dire, il est rendu là dans son développement et ce que vous lui demandez de faire, il est capable de le faire. Il est capable de le faire seul, maintenant et sans aide. Il est dans sa zone ponctuelle de développement. Si vous le faites travailler dans cette zone, il n'apprend pas grand-chose, sauf peut-être en fluidité. En fluidité, vous faites travailler le décodage de mots dont les graphèmes sont connus. Avec la répétition, vous allez faire un gain en fluidité, mais sur le plan de la maîtrise des graphèmes, une fois qu'ils sont maîtrisés, ils sont maîtrisés. La zone voisine de la zone ponctuelle de développement, là, la prochaine zone, c'est ce que Vygotsky appelle la zone proximale de développement. La zone proximale de développement, là, c'est la zone juste à côté. Et si vous faites travailler l'apprenant dans cette zone, il ne peut pas encore travailler seul et sans aide. Il a besoin d'aide pour pouvoir faire des progrès, et c'est là que l'apprentissage se fait. Alors, quand on parle de la zone proximale de développement, on parle de la zone immédiatement voisine de ce que l'apprenant est maintenant capable de faire. Et quand on introduit un concept comme celui-là dans le PILA, on obtient une gradation, un gradient d'activité où on commence par une activité plus simple, suivie d'une activité un peu plus complexe, ensuite un peu plus complexe, ensuite un peu plus complexe. Et on va revenir là-dessus cet après-midi parce qu'on veut vous faire voir comment la complexité se joue dans la séquence des activités. C'est un élément important qu'on veut discuter avec vous cet après-midi. L'idée générale ici, c'est que la lecture, l'apprentissage de la lecture étant une compétence complexe, s'inscrit dans un échafaudage d'habiletés, certaines étant plus fondamentales, d'autres étant plus complexes, qu'on peut représenter partiellement de la manière suivante. Pour, par exemple, maîtriser les correspondances graphèmes-phonèmes, nos apprenants ont besoin de connaître les lettres et aussi d'avoir un niveau de conscience phonologique relativement développé. Il faut pouvoir différencier les phonèmes pour pouvoir faire la connexion entre les graphèmes et les phonèmes. Pour pouvoir lire à l'oral, il faut avoir développé un vocabulaire orthographique et avoir maîtrisé des correspondances graphèmes-phonèmes. Alors, vous voyez ici qu'on a différents points d'appui et on a un échafaudage, une charpente qui se construit au fur et à mesure que l'apprentissage se déroule. Alors, ici, vous avez une représentation schématique relativement simple. Chez l'apprenant, bien sûr, on est devant une variété plus grande d'habiletés, mais le concept demeure le même, le concept d'échafaudage, avec apprentissage qui se situe dans la zone proximale de développement de l'apprenant. L'échafaudage se fait, est soutenu d'une part par le matériel pédagogique, le matériel andragogique qu'on développe. Alors, dans le PILA,
ça se matérialise au niveau de la séquence des graphèmes. Comme je vous l'expliquais tantôt, les graphèmes sont introduits du plus fréquent au moins fréquent, du plus simple au plus complexe. Ils sont organisés également de manière à réduire les sources d'interférence. Alors, les graphèmes qui sont faciles à confondre, par exemple, on les sépare dans la séquence. On ne veut pas les avoir côte à côte, on ne veut pas avoir deux graphèmes faciles à confondre à l'intérieur d'un même module. On veut pouvoir les séparer, on veut pouvoir travailler sur un graphème, le solidifier, avant de présenter aux apprenants un graphème qui serait facile à confondre avec le premier. Ça fait partie d'un des principes de mise en séquence des graphèmes dans le PILA. Au niveau des mots, même chose. On veut voir des mots qui comprennent le phonème vedette et ceux qui ont déjà été étudiés antérieurement. On ne veut pas avoir 2-3 éléments de nouveauté en même temps dans un module. On veut pouvoir s'appuyer sur des graphèmes qui ont déjà été étudiés et maîtrisés pour pouvoir consolider les apprentissages antérieurs lorsqu'on introduit un élément nouveau, le graphème vedette. Également, une chose qu'on va commencer à faire dans le bloc 4, c'est d'introduire des mots fréquents. Alors, pour la construction de phrases, il y a certains mots fréquents qu'on doit introduire un peu plus tôt que certains de leurs graphèmes constitutifs parce qu'ils nous sont très utiles pour faire des phrases. Un exemple, ce serait le verbe être conjugué à la troisième personne de l'indicatif, du présent de l'indicatif. Il est. Bon, il est a un comportement, EST a un comportement assez particulier, mais pour pouvoir faire des phrases, on a besoin de certains de ces mots. Et si on attend d'avoir présenté tous les graphèmes pour introduire ces mots, on va être incapable de faire des phrases. Alors, il y a des mots comme ça, des mots fréquents qu'on introduit un peu avant le temps. On n'en introduit pas beaucoup, mais vous allez voir, il y a certains de ces mots qu'on introduit pour pouvoir commencer à travailler la phrase plus tôt dans la séquence. Alors ça fait partie aussi de l'organisation du matériel. Pour ce qui est de la séquence des phrases, vous allez le voir, quand on commence à présenter des phrases, les phrases sont simples. Sujet, verbe, complément d'objet. On n'est pas dans des subordonnés, on reste dans la phrase simple pendant quelque temps. Ultérieurement, une fois qu'on a introduit QU, qui nous permet de travailler avec le pronom qui, le pronom que, travailler avec quoi. Alors là, on peut formuler des questions, on peut avoir des petites relatives, on peut commencer à complexifier la phrase parce qu'on a introduit les éléments dont on a besoin pour envisager une expansion de la phrase de base. Alors donc, on y va, encore là, c'est toujours la même chose, on va du plus simple au plus complexe et on y va graduellement. On construit sur des acquis et on consolide toujours ce qui a été acquis antérieurement. On peut également travailler l'échafaudage sur le plan des activités d'apprentissage, et là encore, c'est la même idée, de commencer par une activité qui a des exigences plus simples pour aller vers des activités qui ont des exigences plus complexes. Je vous donne un exemple. La différenciation phonologique. On nous présente un mot à l'oral, on présente aux apprenants un mot à l'oral et on demande d'identifier le son vedette. On demande de dire si le mot contient ou non le son vedette, disons le C dur. On présente cafetière. Et là, l'apprenant doit nous dire si cafetière contient le C dur. On présente théière. Est-ce que le mot théière comprend le son vedette C dur? Alors, dans cette activité, l'apprenant n'a pas à nous dire où se situe le son. Il n'a pas besoin de nous dire s'il est au début, s'il est à la fin. Par contre, si l'activité devient une activité d'emplacement du son, et là, on présente une image qui représente cafetière, et on demande à l'apprenant de déterminer si le son se trouve en première, deuxième, troisième syllabe. Alors là, vous voyez tout de suite que l'activité vient de se complexifier. D'une part, moi, comme formateur, je ne suis pas en train de donner à l'oral la prononciation du mot. Je montre une image. L'apprenant doit alors identifier l'objet, identifier le mot correspondant, prononcer dans sa tête le mot, et là, faire une analyse mentale de la structure phonologique de ce mot, et là, pour déterminer
où se trouve le son vedette, première, deuxième, troisième syllabe. Là, on est dans une activité qui est beaucoup plus complexe que la première. Ce qu'on cherche souvent à faire, c'est d'avoir un gradient de difficulté où là, on commence par maîtriser une activité simple. Ensuite, dans la prochaine, on ajoute un élément de complexité. L'apprenant doit faire, on tourne toujours autour de la même habileté, mais l'apprenant doit faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Et typiquement, vous allez le voir dans les activités, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on part d'une activité où le formateur donne beaucoup d'indices et au fur et à mesure qu'on avance dans la séquence, on retient les indices. Les indices sont moins spécifiques, sont moins précis et l'apprenant doit internaliser les opérations qui doivent intervenir pour pouvoir résoudre le problème qu'on lui donne à résoudre. Ce qu'on veut faire progressivement, c'est d'amener l'apprenant à internaliser plusieurs des processus qui font partie de la lecture silencieuse. Et on le fait graduellement en travaillant, en ayant plusieurs angles et en travaillant de cette façon dans une séquence d'activités. Je commence par faire un petit retour sur les caractéristiques du Cédure-C. On fait ça, vous aurez remarqué, au début de chacun des modules, on vous parle un petit peu. Ce n'est pas nécessairement des informations qu'on vous présente pour qu'elles soient transmises aux apprenants, parce que parfois, il y a des choses qui sont assez pointues, mais c'est simplement pour vous attirer votre attention sur pour que vous le sachiez, certaines des caractéristiques du graphème dont il sera question dans le module particulier. Pour le Cédure, ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre C se prononce K lorsqu'elle est suivie de A, O, E, U, O, ou d'une consonne. Alors, c'est sa règle conditionnelle. La lettre C se prononce K à la fin d'un mot comme bloc, truc. Il existe des variantes graphiques du son K, la lettre K, le graphème complexe QU qui sont traités dans le bloc 4. Et il est possible de transformer un Cédure en Cédou en lui ajoutant une cédille. Normalement, CA ferait K. Mais si vous placez une cédille sous le C dans ce cas-là, ça vous donne ça. Le CU vous donne SU. Donc, on peut dire que la fonction de la cédille ici, c'est de neutraliser la règle générale du Cédure. Et quand on va parler du G dur, du G doux, vous allez voir qu'il est possible en français de mettre en œuvre un procédé qui neutralise la règle générale. Alors, ici, dans le cas qui nous concerne, la cédille a pour effet de neutraliser la règle générale du Cédure. C'est simple comme tout. Maintenant, ce que nous allons faire dans l'atelier, dans la partie 3, nous allons passer en revue les activités du module 25 sur Cédure. Vous allez dégager l'intention andragogique de chaque activité, les facteurs de difficulté nouveaux dans la séquence d'activités, et nous allons tenter ensemble de répondre aux questions soulevées par les activités elles-mêmes, soulevées par le comportement de vos apprenants lorsqu'ils effectuent les activités.